Donc là, vous savez que le pot a cours légal au Canada. Donc, si j'hallucine un petit peu, ben c'est normal. C'est la grande nouvelle au Canada. Bon, le thème de la journée, ou ce que je veux jaser avec vous, c'est justement la transformation des données ou la transformation des infrastructures, l'impact que ça va avoir sur nous comme auditeurs, et puis en même temps générer des conversations et des discussions sur le thème. Beaucoup de gens entendent parler de la transformation des données, des infrastructures, mais peu ne comprennent vraiment l'impact d'un tel geste, surtout quand on parle d'un contexte international ou quand je prends nos amis en Afrique versus nos amis en Europe versus nos amis sur le continent nord-américain, les différents niveaux de transformation qui sont requises pour justement arriver à une pérennité et un équilibre. Donc, on vient avec des notions différentes, des enjeux différents, et comment on va pouvoir arriver à évaluer la sécurité de l'information en considérant les différents niveaux d'infrastructure et niveaux de connaissance de chacun des continents. Donc, le thème est la transformation numérique, opportunité unique pour la cybersécurité et la conformité. Qu'est-ce qui arrive? C'est justement parce qu'on est dans une nouvelle ère, on peut rajouter des éléments. On fait la réarchitecture des moyens de communication. On réinvente le travail. On passe d'un PC à un laptop, on passe d'un laptop à un mobile, et on passe à la virtualité. On passe par des vidéoconférences maintenant. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que notre communication, qui était normalement bien saisie à l'aide d'un PC, digitalisé, prend maintenant de plus en plus de formes différentes. Vite fait, qui est Sylvain Viault? C'est un monsieur qui a 37 ans dans les Forces armées canadiennes, qui a travaillé du côté écoute électronique, qui a fait plusieurs mandats aussi pour des corporations internationales et différents paliers gouvernementaux, dont le gouvernement du Canada a validé le bureau du premier ministre. J'ai travaillé aussi avec Homeland Security sur la souveraineté des télécommunications aux États-Unis. Et tout ce bagage-là m'a emmené à un thème qui est où on se positionne, nous, comme auditeurs, à travers toute cette panoplie d'activités et de désir de vouloir transformer pour le meilleur des infrastructures déjà existantes ou mettre en place des nouveaux protocoles pour sécuriser les données, nouvelles réglementations, nouvelles conformités. Donc, vu qu'on a parlé de potes un peu plus tôt, ben, mon approche est un peu jouer une partie de golf. Donc, le contexte des infrastructures, c'est qu'on est plusieurs joueurs à vouloir la même chose. Hein? On veut arriver sur le vert, puis on veut être capable de marquer des bons scores. Mais encore là, on est tous des joueurs différents. On a des handicaps différents, on a des visions différentes, puis on a une expérience différente. Donc, c'est tout applicable à une partie de golf où on est 4 dans un foursome pour pouvoir partager nos bons coups et nos mauvais coups, mais en bout de ligne, tous arriver sur le vert pour marquer le point final. Donc, on va débuter avec le Cosmos. Nous, au premier trou. Que fait votre partenaire avec son bois numéro 1? Pourquoi a-t-il changé sa stratégie au 3e trou? Avant d'arriver au 9e, quelle va être sa réflexion? Déjà au 10e, quoi faire? Comment compter les points au 12e? Des fois, on aime ça changer les règles du jeu. Hein? La discussion de potes au 15e.
puis la réalité frappe au 18e. Par la suite, qu'est-ce qui se passe au 19e trou? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà joué au golf ou vous êtes des joueurs de golf, mais la transformation se compare vraiment à une partie de golf. Ça compare vraiment à une partie de golf. Où les 4 joueurs ont vraiment la même intention, mais pas le même talent, pas les mêmes connaissances, pas la même expérience. Et c'est de là que l'auditeur a un rôle très, très important, parce que nous, on est normalisés, puis on peut les aider. On va pouvoir les guider à travers tout ça. J'ai fait une présentation à IBM il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, ce qui fait face à l'auditeur d'aujourd'hui, c'est vraiment un cosmos. Présentement, tout ce qui est information est digitalisé. Et selon IBM, 10 à la 23, c'est le nombre d'étoiles dans le cosmos. Et au niveau des équipements, on est à peu près aux 2/3 rendus au nombre d'étoiles qu'on a dans le cosmos. Si demain matin, on me demande de faire une vérification, puis que j'ai le 2/3 du cosmos à vérifier, ben je crois que je vais être dans une position très, très dure et très, très pénible. Et de là vient le besoin de transformer non seulement les infrastructures comme ils le disent, mais aussi transformer comment les auditeurs vont voir tout ça. Et c'est juste pour vous donner l'idée que l'évolution s'est faite en moins de 7 ans. On est parti de peu d'équipements en 2010. En 2017, on se compare à l'ensemble du cosmos. La question est, est-ce qu'on s'est bien adapté à la transformation des données? Est-ce qu'on est maintenant capable de faire face à ce grand nombre de devices? Est-ce qu'on peut assurer que l'information ne sera pas laissée pour aller? Et j'ai les satellites. Donc, les satellites, c'est les corporations qui s'amusent à dire qu'ils sont capables de faire quelque chose pour nous aider. Et par lui-même, c'est un monde qui offre des services, mais en même temps, certaines choses qui ne couvrent pas. Comme vérificateur, on arrive et puis, on utilise tel système. Donc, de ce point, on a déjà une famille de satellites qui offrent certains services pour gérer le cosmos. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de systèmes, mais qui ne couvrent pas les mêmes points du même point de vue. Donc, encore là, c'est un facteur qui vient nous miner le positionnement, où là, on doit comprendre le cosmos et en plus, comprendre comment les satellites fonctionnent. Arrivé au premier trou, la grosse question est, où sommes-nous avec le voyage de la transformation? Le premier, évaluons si nous sommes prêts. Est-ce que nous sommes prêts à regarder ces éléments-là? Est-ce qu'on a un inventaire de notre cosmos? Est-ce qu'on a un inventaire de nos satellites? Par la suite, est-ce qu'on a les bonnes fondations en sécurité? Est-ce que nos fondations dans la corporation couvrent l'ensemble de nos besoins? On parlait sur l'heure du dîner des drones. Puis la question qui m'a été posée, c'est comment on protège un centre de données contre les drones? On est rendu là. Parce que souvent, les gens pensent que les drones, c'est des drones qu'on voit à la TV, assez gros. On est capable de les voir. Il y a environ 3 ans, un de mes clients s'est aperçu que ça faisait des années qu'il était espionné par des drones. Les drones allaient tout simplement se poser sur le toit de la manufacture et détecter en fin de compte les signaux. Et c'était répertorié que ces drones-là, il y en avait plusieurs qui se relayaient.
Et ça faisait au moins 18 mois que l'exercice prenait place, puis personne ne s'en était aperçu. Ça a pris un garde de sécurité physique qui a vu sur l'heure du lunch un drone passer au-dessus, puis il a posé des questions. Donc, c'est pour vous dire comment on peut protéger un centre de données contre ça. Puis maintenant, les drones, c'est rendu gros comme une abeille. Donc, ça peut rentrer par des points de ventilation ou des points de service qui couvrent des centres de données. Donc, j'ai fait l'architecture d'un centre de données catégorie 3 et 4 pour Ericsson, donc le 3e centre de données mondial. Et puis, dans mon évaluation de sécurité, je devais prendre aussi en considération toutes les portes de service pour s'assurer qu'il y avait un SAS avec les portes de service, pour minimiser les chances d'avoir un objet non voulu à l'intérieur du centre de données. Puis après ça, c'est de maintenir la solution existante. Donc, comme auditeur, on doit voir tout ce pavé-là avant de pouvoir arriver sur le verre. Ce qui rend de plus en plus complexe notre métier, parce que, comme auditeur, souvent, on arrive là et on prend juste une photo du positionnement du client. Mais là, on doit prendre 3 photos. Donc, qu'est-ce que ça va avoir pour le rôle des auditeurs du temps futur? Il va falloir qu'on regarde ça vraiment, vraiment de près, en s'assurant qu'on revoit les plans stratégiques. Puis en plus de ça, voir comment ils ont été implantés. Que fait votre partenaire avec son bois 1? Le bois 1, c'est pour faire beaucoup de distance. Hein? Donc, les corporations regardent à justement augmenter la distance, donc avoir un plus gros retour sur leurs revenus. Donc, ils commencent à s'associer avec des partenaires. Ils vont donner à contrat certains éléments de service. Et puis, ces éléments de service-là, touchent une panoplie de services critiques et essentiels, qui sont tous et chacun sous le chapeau de la transformation des données. Donc, comment on va pouvoir s'assurer que le partenaire va pouvoir livrer la marchandise pour rencontrer nos besoins. Et le problème qu'on a, c'est que souvent le client, lui, est avec son bois 1, puis il frappe très fort la balle, et il ne sait pas où elle va atterrir. Il perd de vue la balle. La balle s'en va dans le coin gauche, dans le coin droit. Donc, il est très, très dur pour nous, par la suite, de pouvoir réorienter le jeu. Fait que c'est de là qu'on commence à avoir les conversations de trou en trou. Lui dire, ton bois 1, là, tu pourrais peut-être le garder pour plus tard. Puis pourquoi on dit garder son bois 1 pour un peu plus tard? Parce qu'au niveau de la transformation, on a beaucoup d'éléments qui ne cessent de changer au quotidien. C'est comme la température au golfe puis notre capacité de frapper. On a l'impact du big data qui, d'ici fin 2020, va frapper 90% de toutes les industries. La mobilité qui représente plus d'1 milliard de devices en circulation. Donc, on se promène avec nos cellulaires. J'étais avec IBM à Boston il y a quelques semaines où on a fait des essais. Puis, on était capable de capter des mobiles et d'aller chercher beaucoup d'informations juste avec les gens qui étaient présents dans le club élite où on était. On était une douzaine. Et de ces 12-là, il y avait des gens du gouvernement fédéral américain. Et on était capable de dépister des choses très, très intéressantes. Puis là, on parle d'une population de 12. Imaginez-vous avec des milliards. On a l'aspect social où les jeunes commencent à rentrer dans l'industrie et on s'aperçoit rapidement que ces jeunes-là, maintenant, c'est monnaie connue et monnaie courante, que ces jeunes-là, souvent dans leur demande d'emploi, vont émettre une exigence que pendant les heures de travail, ils peuvent utiliser les réseaux sociaux. Et même les corporations du côté marketing poussent beaucoup aussi les réseaux sociaux à l'interne.
Donc, cela représente vraiment une menace pour les corporations parce que les gens croient qu'on doit être transparent. C'est vrai qu'on doit être transparent, mais il y a certaines choses qui doivent demeurer opaques pour des questions de sécurité. Les API qui s'en viennent, tout le monde veut parler à tout le monde sur n'importe quelle plateforme pour n'importe quelle raison. Ça aussi, ça devient un élément très, très important à monitorer. Les problèmes avec les API, c'est que, encore là, c'est comme une balle de golf. On sait d'où on la frappe, mais on ne sait pas où elle va atterrir. Le IoT, qui est vraiment le phénomène le plus intéressant, les IoT qui sont, on appelle ça des end devices. Donc souvent, un IoT, puis je vais prendre un exemple d'une caméra que vous pouvez avoir à la maison qui supervise votre entrée. Bien, dans cette caméra-là, elle garde les signaux vidéo à l'intérieur de la caméra pour les derniers signaux vidéo de 40 à 5 minutes, dépendamment de sa configuration et son poste. Et quand on tombe dans un cadre légal, souvent un juge qui connaît ça va demander de voir qu'est-ce que le IoT est. Donc, le device est sur un poteau, donc on est capable d'aller changer l'information sur le poteau, dire qu'il y a rien qui s'est passé. Donc, l'intégrité des IoT est vraiment mise à risque. Et quand on a plusieurs IoT qui font le même travail, normalement, ils ont les mêmes codes d'encryption. Donc, le jour où j'en ai un de compromis, l'ensemble de ma chaîne est compromise. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte que les IoT de ce jour sont dans les balbutiements, puis ils vont devoir, on pense qu'ils sont nos sujets de transformation, mais les IoT vont être assujettis à la transformation aussi par rapport aux besoins de sécurité. J'ai eu la chance de travailler pour le Canadien national, où ils ont 34 000 km de rails. Puis sur les 34 000 km de rails, ben, ils ont un device à tous les 500 mètres pour déterminer la qualité des voies par rapport aux vibrations. En plus de ça, c'est de l'information qui est relayée aux ingénieurs qui sont au volant de la locomotive. Donc, imaginez si quelqu'un peut rentrer dans ce réseau-là puis changer certaines données. Donc, la qualité des rails n'est pas vraiment ce que l'ingénieur peut percevoir et ça peut amener à un déraillement. Comme on a vu aux États-Unis il y a environ 9 mois, le premier train contrôlé, on appelait ça Positive Control, a eu un déraillement entre la ville de Washington et Seattle, sur le côté ouest, continent ouest. Et c'était le premier train qui était mis en service avec le Positive Train Control, le PT, ouais, Positive System Train Control. Et puis, donc là, c'est sous enquête. Est-ce que c'était un IoT qui a fait défaut? Est-ce que c'est l'ingénieur qui n'a pas interprété l'information comme il faut? Donc, on s'aperçoit que quand on commence à intégrer plusieurs plateformes, plusieurs signaux, bien, on est très, très sensible aux données erronées. Parce qu'en bout de ligne, c'est la donnée erronée qui va créer un sinistre. La bonne donnée, elle va juste continuer à être bonne. Mais la donnée erronée, c'est elle qui va être la plus problématique. Donc, pour les IoT, il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que l'information qui est erronée est validée puis est revalidée. Et du côté Cloud Service, on parle de 62%, donc les entreprises qui s'en vont vers un système cloud, ce qui est très, très positif. Comme on a vu à Porto Rico, où il y a eu, il y a 18 mois, un élément qui était catastrophique au niveau naturel. Donc, l'ouragan qui a frappé, pas une fois, mais 2 fois la ville, ben, l'île de Porto Rico. On s'aperçoit que les corporations qui avaient des cloud services, ben, au moins l'information était protégée, vu qu'elle était sur le mainland. Donc, ça apporte beaucoup de positivisme. Mais de là encore là, on a des éléments de transformation pour la rendre encore plus rapide et s'assurer de l'intégrité de ces données-là. Donc, ici, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué notre premier trou.
Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'éléments à discuter pour les prochains 17 trous. Mais je vais en passer quelques-uns. Donc, là, on vient de passer le premier trou, puis on s'aperçoit que le IoT, c'est vraiment la prochaine économie. Pourquoi la prochaine économie? Parce qu'on va pouvoir rendre plus intelligents nos systèmes qui sont déjà intelligents. Mais en même temps, hein, on va les rendre beaucoup plus à risque. Parce que là, on va se fier à ce qu'un de nos senseurs détecte. On va être plus sensible à ce que n'importe quel type d'information, puis il va falloir mettre un niveau analytique par-dessus pour s'assurer que tout est en ligne. Donc, et puis je crois que les IoT et les API sont vraiment au centre de la transformation. Donc, on ne passe plus de mainframe à des CPU distribués, mais on revient à des CPU dédiés, mais centralisés avec le cloud. Et on arrive avec des sensors qui viennent de toutes sortes, de tous côtés. Donc, et quand on parle de IoT et API, les deux font à peu près la même chose. L'API va nous connecter à un centre météorologique, donc on va recevoir de l'information d'un centre météorologique. Et le IoT, ça peut être notre propre sensor qu'on a à notre bâtiment, qui nous dit la température, la pression, ainsi que le taux d'humidité. Fait que là, l'information que moi je vais ressortir de mon IoT va devenir disponible à l'ensemble de la communauté. L'ensemble de la communauté qui génère des informations vont être disponibles pour nous. Donc, quel est notre niveau d'intégrité puis de résilience vis-à-vis de ces informations-là? Est-ce qu'ils ont la même calibration que nos systèmes? Est-ce qu'ils utilisent la même échelle? Fahrenheit, centigrade. Donc, on a tous ces éléments-là à considérer pour s'assurer que le système en tant que tel opère selon nos attentes, puis de façon sécuritaire, puis qu'on va pouvoir aussi rencontrer les besoins de conformité. Et là, quand on arrive au 9e trou, bien, on a eu toutes ces discussions-là, puis on dit comment on devrait regarder le portrait. Donc, on a représenté le mode d'opération, puis représenter l'expérience du client. Donc, IBM met beaucoup d'emphase sur l'expérience du client pour pouvoir permettre d'aller plus vite et plus loin. Donc, si le client est enclin à dire oui, c'est vrai, ça crée un momentum pour repenser le modèle d'opération. Mais on doit le repenser avec les notions qu'on a au niveau de la sécurité, ainsi que l'intégrité des données. Et la transformation, ça touche aussi les IoT et les API. Donc, comment cette information-là va être utilisée par d'autres aussi? Quelles sont les sauvegardes, les précautions qu'on peut prendre pour dire, bien, cette information-là, qui vient de mon senseur sur la température que j'ai dans ma bâtisse, bien, je veux donner la meilleure information à la communauté. Donc, comment je vais m'assurer que c'est toujours intègre? Parce que je peux être fautif aussi. Et c'est de là qu'on arrive à la réglementation de la conformité et des partenariats pour échange de données. Donc, ici, pour influencer le client, on doit arriver avec des bonnes propositions. Et les propositions doivent être revues par rapport à leur valeur opérationnelle. Et c'est ce qu'on appelle la transformation. On pourrait beaucoup parler de la transformation, mais en bout de ligne, la transformation, c'est un facteur client par rapport à une capacité opérationnelle. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va évoluer dans le bon sens. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir contrôler le cosmos. Parce que sinon, on s'en va tout azimut. Donc là, le cosmos que je vais voir, c'est seulement les étoiles qui vont augmenter l'expérience client et va dégorger nos systèmes. C'est pour ça que depuis les 20 dernières années, les réseaux ne cessent que d'augmenter en capacité. Notre stockage augmente toujours en capacité,
tout augmente en capacité. Ça rend la chose très, très complexe inutilement, puis ça crée des vulnérabilités. Donc, comme objectif, on a un cosmos, on a des satellites, mais maintenant, comment on s'assure qu'on couvre juste les bonnes parties du cosmos? Donc, quand on regarde la vraie signification du mot transformation, bien, ça demande ces 4 éléments-là pour assurer que l'expérience client soit positive et non remplie de ce qu'on appelle d'informations non voulues. Par le mode d'opération, on va chercher les bonnes propositions avec les bonnes valeurs pour arriver à une transformation. Donc, quand une industrie veut se transformer, bien, à titre d'auditeur, je demande vraiment quels sont vos besoins clients? Quels sont vos vrais besoins? Est-ce qu'il y a un mode d'opération qui a été développé pour supporter ces besoins-là? Est-ce que vos besoins ont été bien compris et vous avez des bonnes propositions pour supporter vos besoins? Puis si oui, est-ce que ça crée une valeur ajoutée? Puis quand on fait ça, bien là, on a une bonne transformation. Parce que la transformation, c'est un grand titre, mais quand on l'applique chez un client qui a une équipe de développement de 10 personnes, on ne peut pas parler de Cosmos. Mais on peut parler de ça. Des questions? Non? On est déjà rendu au 9e, j'en ai passé plusieurs. Là. OK? Donc, livraison, expérience personnalisée et adaptée, une approche agile pour la transformation où on doit être capable de s'adapter aux clients. L'optimisation décisionnelle basée sur les opérations. Donc, une fois qu'on est parti, bien, on donne un peu plus de latitude aux opérations, puis repenser le processus de participation aussi. Donc, ici, c'est quand on est dans notre phase de proposition et transformation, bien, ici, on regarde plus le processus de participation du client, parce que si le client ne se sent pas engagé, ça va dérouter à quelque part. Ici, c'est une slide de IBM qui dit, lors de la transformation, une des bonnes approches, c'est un support étendu au standard. Donc, on veut tout de suite s'enligner sur un standard. On ne veut pas s'engager sur juste des bonnes paroles ou une bonne pratique. On veut s'engager dans une pratique qui va être soutenable. Parce que si on n'a pas une fondation solide en partant, c'est sûr que ça va aller à la dérive. Ça nous prend un bon schème au niveau de quel standard on veut regarder, quel standard qu'on veut implanter. Une analyse intégrée des actions. Donc, une fois qu'on a mis notre norme en place, quelles sont les actions prises? Par le client, par les opérations, par nos valeurs, puis par nos propositions. Par la suite, choisir un service. Puis quand on parle de service, bien, c'est pas juste un service à l'extérieur, mais c'est voir comment la corporation voit ses services. Comme quand je regarde l'exemple que je vous ai donné sur le CN, mais pourquoi il installe tous ces systèmes-là autour d'un rail? Quel est l'objectif absolu? Est-ce assurer au client que tout va être fait en sécurité ou c'est pour optimiser les rails par rapport au nombre de locomotives qu'ils ont sur ces canaux-là? Sur les 34 000 km de réseau ferroviaire que le CN possède, bien, ils ont 1200 locomotives qui roulent 24 heures sur 24. Donc, comment gérer ces locomotives-là? Donc, c'est là la valeur ajoutée. Et quels services ils veulent par rapport à ce thème-là. Puis, la mobilité des données. Qui devrait voir ces données-là? Pourquoi ils devraient voir ces données-là? Est-ce que je les garde pour moi ou je les partage pour avoir encore plus de valeur? Attendez, ça y prend. Donc ici, j'ai mis mes talents ISO à l'œuvre. Et comme vous pouvez voir,
quand on parle de transformation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ici, j'ai les différents niveaux. Donc, le niveau C qui est le C-level en anglais, qui sont les chefs. Les D qui sont des fonctions de directeur, des gestionnaires et des SMI qui vont donner l'orientation. Donc, si vous n'avez pas l'ensemble de ces acteurs-là dans vos des décisions de transformation, c'est sûr qu'il va manquer des éléments. C'est comme prendre un repas pas assez épicé. L'équilibre doit être accompli. Et là, ce que j'ai fait, c'est le avant, pendant et après. Donc, s'il y a quelque chose de consistant sur la planète, c'est le temps. Qu'est-ce qui est non consistant? C'est le comportement humain. Fait que là, pour amener le comportement humain, pour qu'il soit consistant, ben, il faut le rattacher à du temps. Parce que c'est la seule vraie référence qu'on a. Donc, ici, on a des activités où on doit aller chercher l'engagement et l'orientation pour définir une bonne portée et les bonnes approbations au niveau de la transformation. Le pendant, ben, c'est encore là, c'est voir si la portée maintenant est confirmée par des SMI, qui sont souvent des auditeurs ou des lead implementers, qui ont un rôle à jouer. Et ici, c'est de documenter, faire la mise en œuvre, et pour le C-level, c'est de revoir l'avancement, le pendant. Et le après, ben, le après, c'est que basé sur l'état du pendant, ben là, eux vont avoir des actions à prendre. Ils vont devoir agir. Les directeurs vont devoir maintenir. On va avoir au niveau de l'engagement, de la sensibilisation par les différents gestionnaires. Et on a un individu ici qui va s'assurer de la surveillance du cadre. Donc, c'est ce qui se passe à haut niveau. Et en bas, bien, on a notre plan Do, Check, Act, où on a aussi des activités. Donc, dans le cadre ISO, ce qu'on essaie de faire avec nos amis ici de PECB, c'est de s'assurer que le client fait sa part, puis qu'ici, on a la résultante. Et ça, c'est un modèle qu'on peut appliquer à la transformation ou au quotidien lors d'une certification. Moi, je crois beaucoup à établir le contexte général, puis après ça, y appliquer des spécificités telles qu'un ISO 27001 ou un 37000. Mais quand on regarde un 37000 ou un 27001, ce genre de diagramme-là est véridique et représente vraiment l'engagement d'une organisation. Donc, c'est un modèle générique qu'on peut appliquer autant au niveau de la transformation qu'au quotidien. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis au 10e trou, parce que le 10e trou, c'est comme une deuxième partie. Hein? Une fois qu'on a fait le 9e trou, là, on dit, ouais, là, il faut que je change mes habitudes. Là, pour vous donner un peu de statistiques sur tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a 4,5 trillions d'ici 2020. Puis ça, c'est une statistique qui date de... Attendez, je l'avais écrit. 2017, fin 2017. Mais que la transformation va nous être imposée. Pour l'industrie de l'automobile, on parle de 600 milliards. Clinical Remote Monitoring, 350 milliards. Donc, ça, c'était sorti de GSMA, qui est un organisme qui développe des statistiques pour promouvoir des orientations pour les grandes entreprises. Donc, si ici, comme le petit bonhomme est là, au 12e trou, il cherche sa balle, bien, il y a beaucoup d'informations disponibles à travers un organisme comme GSMA pour la retrouver, pour voir où on doit regarder à nos transformations. Et ça, c'est une grosse pression au niveau de la transformation. Parce que les gens vont où l'argent va être, et puis ils vont devoir se transformer pour justement pouvoir aller chercher là, les quelques sous que ça peut représenter pour leur corporation. Fait que comment se retrouver au 12e trou? Bien, dépendamment de l'industrie dans laquelle on est et comment on veut jouer la partie. J'ai été chercher aussi des données en Afrique.
Et puis en Afrique, on voit que ça bouge beaucoup par rapport aux différents pays. J'ai le Morocco, l'Algérie, la Tunisie et le Sénégal. Et là, on voit que ça bouge beaucoup, mais ils cherchent beaucoup à d'être présents au niveau de la transformation. Donc, on voit une bonne synergie ici, là, au niveau du Sénégal. Et puis, eux, ce qu'ils regardent surtout, ce qui est drôle à dire, c'est des solutions de sécurité avancées et les plans de continuité. Quand on regarde rapidement, ben, ça représente plus de 70% de leur intérêt présent. D'après vous, pourquoi en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, on regarde surtout ces deux éléments-là? Quelqu'un peut répondre à ça? Une petite question rapide avant de passer au prochain trou. Pas de volontaire? C'est parce que c'est requis au niveau des infrastructures maintenant. S'ils veulent se connecter à d'autres continents, c'est les limitations qui sont émises par l'Union européenne, par le Canada, par les Américains. Donc, ils sont obligés d'investir là-dedans parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent faire partie de la transformation, ils doivent se plier à ces deux grandes exigences-là. Donc, encore là, comme vérificateur, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que ça devient important pour tout le monde. C'est les deux éléments clés. Et comme on a dit, les plans de continuité deviennent de plus en plus importants et le DR, le Disaster Recovery, le recouvrement en cas de désastre, deviennent deux éléments extrêmement importants pour toutes les corporations. Le reste, Enterprise Mobility, puis tout ça, ça devient de la poutine interne. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon. Rendu au 18e trou. Moi, j'aime bien cette photo-là. Là. Ça me rappelle mes premiers jours au golf. J'ai dit, je suis pas bon sur le terrain, moi, aller shooter du building. Donc, ici, on a les 10 métiers les plus convoités du côté sécurité. Et plus on s'en va à votre gauche, plus ces métiers-là sont durs à retenir dans une entreprise. Plus ces métiers-là coûtent cher, plus ces métiers-là sont critiques à une stratégie. Et le point que je veux faire ici, c'est que dans l'étude que j'ai lue, il n'y a pas personne qui parlait de la conformité et de la vérification qui est au centre de la question. Et puis, quand j'ai fait une petite étude, on s'est aperçu que nos gens de conformité, c'est vraiment des ressources très, très convoitées. Moi, je n'arrête pas de voyager aux quatre coins du monde. Puis, j'aurais de l'ouvrage pour 10 autres Sylvains. Donc, on est très, très, très occupé au niveau de la conformité puis de la vérification parce que les gens cherchent justement des réponses à où on s'en va avec la transformation. Qu'est-ce qui va être l'enjeu de demain au niveau de la conformité? Quel va être l'enjeu réglementaire? Quelle information on va pouvoir partager? Quelle information on ne pourra pas partager? C'est des éléments critiques pour pouvoir supporter l'architecture d'entreprise. Parce qu'un architecte d'entreprise, maintenant, lui, peut penser très, très large et dire « Ah, on va mettre tous les outils en place. » Mais est-ce que sont requis, ces outils-là? Et est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont réglementés? Donc, notre rôle débute, il y a 20 ans, notre rôle était au bas de la chaîne. Puis maintenant, je me fais appeler par des conseils d'administration pour positionner la conformité, les aidant à aiguiller l'ensemble de l'organisation. Parce qu'il y a beaucoup de corporations qui ont compris, on peut faire beaucoup de choses, mais si on n'est pas conforme, on revient à la case zéro. Ou si on en fait plus que la conformité, ça nous coûte plus cher.
Donc, ils ont compris qu'on est un point d'équilibre qu'ils peuvent aller chercher. Et le rôle de l'auditeur, comme je dis souvent, c'est pas juste de remplir des cases disant qu'on est conforme ou pas. Mais on a un cadre aussi, au niveau de l'éthique professionnelle, de leur donner la bonne démarche aussi. Sans dire comment un contrôle doit être articulé, mais on peut leur dire qu'au niveau de la conformité, c'est des éléments très, très puissants. Puis plus on va avancer dans la transformation, plus la conformité va jouer un rôle très, très présent. Parce que tout le monde va se poser la question, ma donnée, qui peut l'utiliser? Donc, ça fait en sorte que nous, on est complètement du côté gauche, puis on est beaucoup, beaucoup plus dur à aller chercher. Donc, ça nous positionne très, très bien chez PECB et dans d'autres registrats de passer à juste faire de l'audit, à avoir un rôle vraiment exécutif. Parce que les gens ne le savent pas. Fait que vous voyez la transformation, comment peut impacter ce qu'on fait au quotidien comme vérificateur ou auditeur en sécurité ou en TI. C'est les deux domaines qui vont bénéficier d'un élan suite à la transformation. Les barrières à la transformation, c'est le personnel. On s'aperçoit que beaucoup d'organisations ne comprennent pas parce que l'organisation silo et écart de formation, ils n'ont pas les compétences, ils ne comprennent pas c'est quoi la transformation, ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas le rôle changeant d'un auditeur, ils ne comprennent pas le rôle d'un individu qui peut, par la bande, les aider à accomplir beaucoup plus. Au niveau des processus d'affaires portée transactionnelle multi-environnement. Là, on parle du cloud ici. Donc, comment tout ça va fonctionner? Beaucoup de gens ne comprennent pas comment le cloud fonctionne. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire, quel type de support les organisations qui sont derrière un cloud, l'information qu'ils peuvent nous donner. J'ai eu une session de travail avec le chef de la sécurité de AWS. On a passé 2 jours, on a travaillé pas loin de 30 heures en 2 jours, à essayer de décortiquer quel service fait en sorte que ça serait une valeur ajoutée pour AWS vis-à-vis ses clients au niveau de la sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il peut offrir aux clients qui se connectent sur le cloud de AWS qui va leur permettre de dire « Ah, on est vraiment en sécurité ». Donc, quand on a passé le schéma de ISO 27001, on s'est aperçu qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses. Donc, ils ont mis en place un programme pour pouvoir donner une valeur ajoutée aux clients qui vont se connecter sur leur cloud, en leur donnant des rapports sur des choses que nous autres, on trouve triviales, mais qu'eux vont pouvoir vraiment donner leur juste. C'est un peu comme se connecter sur un telco qui va nous dire « Ah, tu as utilisé 2 gigs sur tes 4 gigs sur ton mobile, puis tu as encore de la place, tu as encore des données pour la fin du mois. » Je prends ça parce que c'est le package que j'ai avec mes amis de mobilité, mais eux ont compris, ils m'envoient ou je leur demande sous forme d'une application où j'en suis rendu avec mon utilisation des données. Mais on doit faire la même chose pour une entreprise pour s'assurer qu'ils sont en conformité, puis en plus de ça, qu'ils sont en ligne avec les transformations qui s'en viennent. Parce que la transformation, il y en a un petit peu aujourd'hui, il y en a un petit peu demain, il y en a un petit peu demain, après-demain. Mais le problème, c'est toutes des versions différentes, qui ont des capacités différentes. Comme quand je prends mes trains, mes IoT qui sont déployés là, sur 34 000 km de large, ils n'ont pas été faits en même temps. Ils n'ont pas les mêmes vulnérabilités, ils n'ont pas les mêmes processeurs, ils n'ont pas la même capacité de bande passante. Fait que je peux vous en compter, j'étais 9 mois à travailler juste là-dessus par rapport à un centre d'opération et un centre de sécurité. Comment on allait adresser ça? Les bandes passantes. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, le processus d'affaires, la portée, puis la transaction multi-environnement, qui n'est pas juste un environnement partenaire, mais un environnement technologique avec différentes versions, différents protocoles de communication. Donc, ça devient très lourd.
Et du côté technique, accès rapide et sécurisé, flexibilité de la croissance et de ses services. Donc, c'est pour ça qu'on établit des normes. On veut tout de suite s'attacher à une norme pour pouvoir l'utiliser comme levier pour pouvoir mieux contrôler où on s'en va au niveau de la transformation. Des fois, on est mieux de garder une norme un peu plus longtemps, puis établir un bon, j'appelle ça un bon tactique, vers une nouvelle technologie, sachant quand ça va arriver, puis que ça ne sera pas une version qui arrive soudainement qui crée une vulnérabilité à l'intérieur d'un réseau tel que je vous ai expliqué de 34 000 km. Parce que ça prend juste un device. Donc, ce que j'ai découvert aussi, c'est que le processus de validation de conformité est un outil essentiel pour arriver à nos fins. Présentement, c'est le modèle que moi j'utilise avec mes clients. Puis quand je vous parle des clients, c'est le gouvernement du Canada. C'est les multinationales qui sont dans les top 50, pas les top 500, les top 50. Donc, on doit faire quelque chose de bien, puis on doit avoir un rôle assez bien perçu pour pouvoir aller dans les top 50 puis leur dire regardez, c'est comme ça qu'on devrait faire les choses. Donc, en entrée de piste, on a la portée, puis les exigences du mandat. Par l'identification des cartes, soit des titres ou des critères, donc la description des cadres, des normes, des responsabilités, puis des points de conformité. Après ça, tout bon processus a un intrant et un extrant. Et qu'est-ce qu'il y a entre un intrant et un extrant? Bien, il y a un contrôle. Parce que normalement, on prend une matière, on la travaille, qui donne un produit. Fait que si on a des processus ou des contrôles qui ne changent pas l'intrant ni l'extrant, mais ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas un processus. Après ça, c'est le positionnement de la conformité. Donc, au niveau de la conformité, quelles sont les règles de mitigation des risques ainsi que l'efficience recherchée pour pouvoir dire par la suite est-ce qu'on est conforme ou non. Puis si on est conforme du côté politique, interne, légal, réglementaire, normes, mais là, on peut regarder à la capacité de l'entreprise à subir la transformation. Et en plus de ça, on a rajouté un volet maturité. Parce que je peux avoir la capacité de me transformer demain matin, mais est-ce que j'ai la maturité pour l'absorber, surtout la traiter et la digérer? Et ça, c'est souvent des éléments qui sont perdus à travers toutes les équations. Donc, on arrive avec une grosse corporation, on met en place un bon processus, tout est là. Mais l'organisation elle-même n'a pas la maturité pour l'opérer. Et vous allez voir qu'au niveau de la transformation, si vous avez la chance de travailler en transformation, que c'est souvent le cas. Les gens vont vous dire « Hey, on n'est pas prêt pour ça. On n'a pas nos gens ne sont pas formés. On a un taux de rétention qui est très pauvre. Il faut revoir nos politiques de HR, il faut donner des bonus. » Il y a tout un monde derrière évaluer la maturité d'une organisation. Ce qui nous emmène à dire, ben, j'ai un côté qualité des contrôles et la qualité des bénéfices. Parce que mes qualités des bénéfices vont être basées sur la qualité de mes contrôles puis la qualité de ma maturité. Tout ça pour dire, ben, la qualité, la sécurité et l'efficience du modèle. Et j'ai présenté ça à quelques entreprises et ils commencent à comprendre un peu ce que la transformation va avoir chez eux comme impact. Pas juste sur les technologies, mais sur l'organisation puis leur processus interne. L'analyse de la conformité, souvent les gens me demandent, mais comment tu fais ça? Bien, on va chercher une assurance raisonnable en faisant la confirmation que le contrôle est existant et opérationnel. On fait une revue, on fait des entrevues et on va observer comment le contrôle s'opère. Si je veux une assurance forte, bien, je vais ajouter un volet analyse à tout ça. Puis si je veux un autre volet, donc une assurance très forte, je vais rajouter des tests ou des essais particuliers. Parce que souvent, au niveau de la transformation, ils s'aperçoivent que ça coûte très cher là, quand on regarde à ces contrôles-là. Et puis, on veut doser, donc on veut être modulaire pour pouvoir arriver à une équation qui va être absorbable partout.
Puis ici, je vais juste donner un petit exemple de temps requis pour faire ces choses-là. Donc là, présentement, je suis avec une firme où on a 1175 contrôles. Et la majorité des contrôles, on les retrouve juste, on valide les contrôles juste avec une confirmation ou une revue initialement. Ce qui fait baisser le prix de nos services, puis que ça les rend beaucoup plus malléables. Et pour cette même entreprise-là, sur au-dessus de 1100 contrôles, bien, on regarde à peu près à 16 tests, qui varient entre 16 et 72 heures. Fait que là, on est capable de dire au niveau de la conformité, comment on va faire la conformité, puis à quel niveau, pour arriver à suivre la transformation. Donc là, je vous ai parlé de l'analyse de la conformité. L'analyse de la capacité, bien, on va faire la même chose. Est-ce qu'on veut une capacité de base, une capacité qui est définie ou tout de suite optimisée? Donc, je reprends le même modèle, sauf que je l'ai tout simplement renommé. Parce que s'ils ne sont pas capables de mesurer leur capacité, bien, ils ne sont pas capables de mesurer leur maturité. Et là, le troisième schème, c'est la maturité. Donc, une maturité de base définie ou optimisée. Puis à ce moment-là, on peut se prononcer sur le succès d'une entreprise à faire face à la transformation. Et comme vérificateur, ça nous donne une bonne base pour établir les prochaines étapes dans la vérification. Et donc, vite fait comme ça, on s'aperçoit que c'est un monde qui est très complexe, mais qu'on peut englober puis vulgariser d'une façon à ce que tout le monde y gagne par rapport à la disponibilité des ressources qui se fait de plus en plus dure. Puis surtout, on a beaucoup de misère à avoir des ressources avec les compétences pour aider le cycle décisionnel. On s'aperçoit que les exécutifs sont plus jeunes, ils sont dans la quarantaine et préfèrent prendre une décision, une mauvaise décision, que d'attendre quelques jours pour prendre une bonne décision. Puis pourquoi ils sont poussés à faire ça? C'est parce qu'ils ne savent pas quel élément d'information ou quelle information ils ont besoin pour prendre une bonne décision. Donc, c'est un peu un coup de dé. Puis je vous dirais que ça, c'est retrouvé dans à peu près 50% des industries. Où ces industries-là n'ont pas les effectifs, puis ne comprennent pas quel élément ils ont besoin pour arriver à prendre une bonne décision éclairée. Ah, on va prendre cette direction-là, puis on verra demain ou après-demain. Mais ça génère, comme vous pouvez le constater, au niveau de la transformation, des oscillements qui font en sorte que beaucoup d'énergie est perdue. En plus de ça, c'est très, 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 très dur à ramener. Parce que là, on va avoir acheté une technologie A version B, A version C, A version D. Là, on s'en va vers une technologie version B. Fait que là, il y a tout un monde de réalignement. La moitié de ma carrière, je l'ai gagnée en faisant du réalignement, qui était, selon moi, aurait pu être évité. Donc, vous avez, si je regarde ça par rapport à un contexte, ça veut dire que 50% des décisions ont généré plus de dépenses que de bénéfices. Parce que moi, la moitié de ma carrière, je l'ai travaillé à faire du redressement. Je ne sais pas combien de personnes ici font du redressement. Ils peuvent collaborer cet élément-là, mais moi, c'est mon expérience. Donc, ici, ce qu'on a comme conclusion, si on veut poter, parce que là, on est sur le verre, là, hein, on n'est pas loin de la coupe, mais c'est que nous, comme auditeurs, notre rôle devra être élargi et inclure un volet technologique élargi. Il y a beaucoup de vérificateurs qui disent « OK, on a des contrôles, puis vont aller avec une norme spécifique. »
mais sans comprendre le pourquoi. Ah, il y a des mots de passe, c'est beau. On clique sur « C'est fait ». On devrait aller plus loin que ça. Une connaissance dans la qualité et de la certification des services. On s'en va vers une transformation où on devient tous des spécialistes, puis les éléments pour lesquels on n'est pas spécialiste, ben, on veut signer une entente avec un partenaire qui l'est. Mais le problème là-dedans, c'est j'en regarde beaucoup des ententes de partenariat, puis il y a des trous gros comme ça. Parce qu'ils disent, le partenaire, c'est le spécialiste. Fait que hey, spécialiste, écris-nous l'entente, écris-nous le SLA. Fait que le partenaire va dire, moi je suis très fort là-dedans, mais il ne dira pas, là-dedans j'ai des croûtes à manger. Donc, il va se laisser une place où il peut manœuvrer s'il arrive quelque chose. Ah, ben ça, c'était pas écrit. Donc, c'est un danger. Donc, c'est important d'avoir une capacité de comprendre les services, puis de comparer les services pour ne pas se ramasser avec des gros trous. Les moyens pour collaborer les informations de sécurité internes et externes. Combien de fois j'ai entendu, tu aurais dû me le demander, je te l'aurais dit. Ah, je leur ai dit avant qu'ils signent l'entente qu'il y avait des trous gros comme ça. Mais comme vérificateur, c'est des éléments qu'on doit faire remonter à la chaîne. Vos SLA, c'est basé sur quoi? Ah, ben c'est le partenaire qui l'a écrit. Tout de suite là, on sait qu'il y a un petit problème. Par la suite, l'expérience dans l'évaluation des processus, pratiques et activités et de la maturité, ce que j'appelle le PPAM. Présentement, ISO regarde juste une dimension. Est-ce qu'on fait ce que le contrôle veut? C'est une dimension. Si le contrôle est là, c'est beau, on marque, le client a bien fait son devoir. Mais passer l'acceptation d'un processus, est-ce qu'il est bien pratiqué à l'interne? Est-ce qu'il y a des activités qui me démontrent qu'il est bien pratiqué à l'interne? Puis en plus de ça, est-ce qu'ils ont la maturité pour me dire qu'ils font telle activité, puis telle pratique, puis tel processus? Au Canada, on a un gros débat sur le transport du pétrole. Donc, j'étais dans l'ouest du pays, juste avant de m'en venir ici, pour discuter avec une grosse pétrolière. Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour convaincre la population canadienne que le pipeline soit bien accueilli? Ben, j'ai dit, vous devez démontrer que vous avez un bon processus s'il arrive un sinistre, que vous avez des très bonnes pratiques, que vous avez des activités pour démontrer que vos pratiques et vos processus sont supportés, puis surtout, vous devez démontrer que vous avez de la maturité, que ce n'est pas des monsieur tout le monde qui vont faire ça. Donc, démontrer une expertise à l'interne. Et si vous êtes capable d'afficher ça sous forme de marketing à la population canadienne et ainsi qu'au gouvernement, les différents paliers gouvernementaux, mais vous devriez avoir du succès. Parce que c'est vrai que toute nouveauté apporte son fardeau de risque. Mais si on est capable de prouver que le risque, on le gère, bien, ça l'aide beaucoup. Fait que tout ça dans un contexte de transformation, vous voyez peut-être le rôle élargi du vérificateur par rapport à ses connaissances en conformité, en réglementation, puis aussi sous la forme de capacité d'analyse par rapport à un processus, une pratique, une activité, ou même la maturité. Fait que moi, ce que je vois dans les prochaines années, c'est que le curriculum pour devenir vérificateur devra être élargi pour inclure ces éléments. Parce que c'est facile de dire, ah, telle compagnie sont en qualité, tout est sécurisé. Donc, ça crée des problèmes. Donc, il va falloir qu'on change nous autres aussi. Donc, faire face à notre propre transformation au niveau de notre métier. Est-ce que vous avez des questions? Commentaires? C'est ça.
Les Canadiens aiment beaucoup la sécurité. C'est pour ça qu'on est bon en sécurité. Même notre chauffeur de taxi qui nous a emmenés à l'hôtel ici à partir de Charles de Gaulle conduit au Québec. Il dit c'est un charme de conduire au Québec parce que tout le monde suit les règles. Ici, à Paris, il faut brusquer si on veut se rendre du point A au point B, parce qu'il n'y a pas personne qui suit les règles sur les routes. Donc, c'était son commentaire, puis je trouvais que c'était bien. Et puis, c'est définitif que moi, j'ai fait le tour de la planète, je ne sais pas combien de fois, puis c'est vrai que je me sens très confortable au Canada, parce que quand on émet une position puis une règle, les gens s'empressent souvent à se rendre conforme. On regarde juste les cellulaires au volant. Les cellulaires au volant, les gens se sont quand même conformés assez vite. Il y a toujours des délinquants, mais on s'est aperçu que ça a vraiment diminué, puis on l'a vu tout de suite avec les statistiques au niveau des accidents. Donc, les Québécois ou les Canadiens, on est clément, puis on s'adapte. Et puis, pour répondre à votre question, c'est ici que notre travail débute. On ne peut pas attendre que tout ça soit fait pour dire qu'est-ce qu'on fait pour protéger les données canadiennes. C'est proactif comme le préconise. Exactement. Et pas réactif comme les Européens ont l'habitude de l'être. Exactement. Pas by default, mais by design. Exact. Pour être by security finalement. Merci. Et puis, pourquoi ils ont implanté GDPR? C'était justement pour mettre la pression, parce que là, ils le disaient, ça fait 20 ans qu'ils le disent. Puis personne ne bougeait. Donc maintenant, ils ont dit on va passer une loi, puis on va la forcer, puis on va pousser des amendes jusqu'à 4 je crois. 4 en 1 million, tout à fait. C'est ça. Donc, en poussant ça, les gens ont dit hey, je ne veux pas décrocher 4 millions, ça va me coûter quelques centaines de milliers de dollars ou d'euros pour implanter une première solution, puis commencer à me rendre conforme. Donc, et puis il y a beaucoup d'industries qui sont rendues là. Au Canada, GDPR, je viens de passer une firme en audit, puis il y avait 19 non-conformités. Mais les 19 non-conformités, c'était par rapport au cadre GDPR, mais pas par rapport à la sécurité de l'information. C'était juste une question, on doit rapporter ça dans 72 heures. On ne faisait pas ça au Canada. Donc, c'était des technicalités de non-conformité, puis les non-conformités techniques par rapport au cadre de la norme, mais non pas par rapport à l'activité. Si je reprends mon modèle, au Canada, on fait l'activité et on la pratique. Mais dans notre processus, il nous manquait les activités propres à GDPR. D'autres questions? Est-ce que ça vous a éclairé ou apporté plus d'étoiles dans votre cerveau? Fait que si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir. Puis j'espère que vous avez apprécié le petit accent canadien. Puis je suis ici pour les 3 prochains jours, donc pas vous gêner pour m'approcher. Ça me fait toujours plaisir de parler de sécurité. Parce qu'en bout de ligne, si un pays n'est pas sécure sur la planète, l'ensemble de la planète n'est pas sécure. Donc, merci beaucoup de votre attention.